Voilà, donc il y a des micros, hein, vous êtes comme le Parlement, notre Parlement, et je vous incite les unes et les autres à prendre la parole et on va interagir avec ces intervenants qui nous ont vraiment déjà fixé un certain nombre de points importants. Le docteur Frucht Hirsch en personne, réanimateur, va prendre la parole. Accessoirement. Bonjour. Moi, je voudrais insister, j'ai l'impression que le débat est un peu à sens unique. Je n'ai pas entendu le mot soignant. Il y a vraiment une belle représentativité des usagers. Globalement, il n'y a pas d'usagers sans soignant. Deuxièmement, je pense qu'il y a une relation de confiance importante. Je voudrais insister là-dessus. Peut-être qu'il est difficile, effectivement, d'avoir une maladie chronique. Actuellement, en 2022, je pense qu'il est difficile également d'exercer son métier en essayant de conserver les valeurs. Je pense que le débat est politique et je pense qu'il y a une réversibilité des droits et devoirs de chacun. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. C'est vrai que je révèle que c'est ma conseillère spéciale. Voilà, donc son propos est important. Merci. Voilà, au moins Sylvie aura ouvert la discussion. Alors on va peut-être pas réagir de suite. On fait un tour de salle. Peut-être Pascal Gérardin, qui elle anime, donc est psychologue à Nancy, hein, qui s'occupe beaucoup de personnes atteintes de maladies neuroévolutives et qui anime un groupe de travail. On vu effectivement nos propositions. Peut-être que tu veux déjà réagir par rapport à ce qui a été dit ou apporter quelques questionnements supplémentaires. Merci de me donner la parole. C'est vrai que quand on regarde, il y a eu beaucoup d'avancées. Enfin, on parlait tout à l'heure avec Catherine Olivet dans le domaine de la prédiction des pathologies neurodégénératives. Et en même temps, ce sont des avancées bien sûr positives, mais la notion d'accompagnement qui a été évoquée tout à l'heure est vraiment essentielle. Enfin, moi, je suis pour le droit à l'accompagnement, mais sous toutes ses formes. Alors l'accompagnement des personnes, de leurs proches, mais aussi l'accompagnement, j'ai envie de dire, des soignants et l'accompagnement aussi à la la non-inclusion dans les parcours de soins, par exemple. C'est-à-dire éviter qu'il y ait des laissés pour compte pour multiples raisons, hein. Et là, on rend compte aussi des inégalités économiques, financières, mais aussi des inégalités territoriales. Vous en avez parlé également, enfin, cette notion-là, mais je trouve intéressant vraiment ce droit à l'accompagnement. Voilà. Christina Poletto-Forget, donc, qui est professeure de philosophie au lycée Henri IV, nous a rejoint dans notre caravane de l'espace éthique il y a quelques années, et elle anime donc un groupe, toujours avec cette visée d'apporter des refondations ou des révisions à la loi du 4 mars 2002, où tu as particulièrement mis en valeur la notion d'effectivité de la loi, notamment à l'égard des personnes les plus vulnérables. Et c'est vrai que c'est pour nous quelque chose d'important que de reprendre cette loi, non pas par rapport aux gens qui ont la possibilité finalement de s'approprier tout ce qu'elle permet, mais ceux qui en sont désappropriés d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Il me semble que la loi de 2002 a énormément apporté, mais qu'elle a été faite essentiellement pour des personnes qui peuvent se battre, qui peuvent combattre pour que leurs paroles précisément soient écoutées. Et c'est déjà très difficile pour les personnes qui essayent de se faire entendre, mais beaucoup de personnes sont dans le silence et dans l'incapacité. Ça peut être une incapacité effectivement psychique, physique, ou une précarité économique justement qui les mettent dans ce silence. Et la difficulté, c'est que ces personnes puissent accéder à une parole qui ne soit pas forcément déjà une parole juridique, structurée, une demande d'autonomie, mais qui soit beaucoup plus humble et modeste. Et cette parole-là, il faut aller la chercher. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de personnes ont été écrasées, notamment récemment, dans le respect de leurs droits, sans pouvoir même émettre une révolte ou une indignation. Nous avons la grande chance, nous, de pouvoir nous indigner, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et je crois qu'il y a tout un effort à faire pour apporter cette parole, pour aller la chercher. Il y a le consentement, il y a aussi la recherche de l'assentiment. Et c'est vrai que ces personnes qui ne prennent plus la parole tellement elles sont installées dans ce silence de la vulnérabilité, il faudrait qu'il y ait cet effort pour essayer de les entendre malgré tout.
Je vais donner la parole à Sébastien Claes, parce que tout à l'heure, Didier Sicard a évoqué les personnes en situation de handicap. C'est vrai qu'il développe véritablement une réflexion de fond. Ensuite, je donnerai la parole à un néphrologue, à Bruno de la Porta, qui vient de faire un brillant doctorat de philosophie d'éthique chez nous. Et je trouve que ton approche aussi va être importante pour ouvrir vraiment à la discussion. Sébastien. Merci Emmanuel de me donner la parole. Effectivement, je rejoins ce que disait Christina Poletto-Forget sur le fait de donner des espaces de parole aux personnes. C'est ce qu'on cherche à faire à l'espace éthique, à la fois à travers le débat public avec les lycéens sur l'édition du génome récemment, mais aussi dans nos groupes de travail. On voit que, moi je m'occupe effectivement plus particulièrement des situations de handicap, et on voit à quel point les personnes en situation de handicap sont peu écoutées. Monsieur Sicard disait tout à l'heure qu'il y a 30% des personnes qui ne peuvent pas aller au bout de leurs soins. Et effectivement, c'est un taux d'abandon de soins qui est considérable, parce qu'il y a énormément de blocages. Et je tiens ici à souligner une initiative très intéressante de l'association Handidactique, qui a constitué un baromètre, le baromètre de l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, qui s'appelle Handifaction. Et effectivement, on voit à quel point il est important de donner la parole aux personnes en situation de handicap sur l'accomplissement de leurs soins, sur leur situation de blocage, et de ne surtout pas se situer, par rapport à ce que disait Sylvie Frouchtirsch, contre les soignants ou à côté des soignants. Mais c'est bien une collaboration qu'on doit mettre en œuvre, c'est-à-dire identifier quels sont les points de blocage et ensuite en discuter avec les équipes, avec les hôpitaux, avec les structures de soins, avec les établissements médico-sociaux, avec les personnes, pour débloquer ces situations. Et effectivement, la loi n'est pas toujours la réponse, mais parfois, elle peut l'être. Il y a parfois des évolutions nécessaires, et il faut pouvoir les pointer. Mais pointer les évolutions, on le voit ici en discutant, c'est déjà tout un travail de concertation en amont. Et c'est ce travail qu'on entretient et qu'on essaye de faire grandir à l'espace éthique Île-de-France, dans nos groupes de travail et dans différentes structures. Et je tiens à souligner ici ce travail en amont finalement d'une révision, de la même façon qu'en amont des états généraux de la bioéthique, il y a tout un travail d'identification des questions, de problématisation pour identifier les arguments, les oppositions et les désaccords qui, quand ils sont identifiés, peuvent être féconds finalement. La dernière personne à laquelle je donne la parole avant qu'on réagisse, c'est à toi Bruno. Donc à l'hôpital Édouard Rist, depuis des années, développé une réflexion éthique en néphrologie, avec un sujet important par rapport à la loi du 4 mars 2002, c'est le partenariat dans la prise de décision, y compris dans des décisions difficiles pour des personnes qui sont sous dialyse. Donc quel est le questionnement finalement qui, du point de vue des néphrologues et l'éthicien que tu es, apparaîtrait comme le plus important par rapport à cette révision de la loi du 4 mars ? Bonjour à tout le monde. J'étais absolument pas prêt à parler. Disons que chez les personnes qui sont comme ça en position de grande vulnérabilité, il y a certes la logique de l'autonomie, la logique de l'équivalence, la logique du contrat, mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est important de passer de l'autonomie à la reconnaissance réciproque. C'est-à-dire qu'en fait, la reconnaissance réciproque, c'est encore autre chose. C'est une circulation de dons et contre-dons qui crée des liens, des sentiments de co-appartenance, des sentiments d'identité partagée. Donc voilà, donc je pense qu'il y a tout ce qui est autonomie, contrat, équivalence juridique, etc., mais aussi la reconnaissance réciproque, y compris avec les associations de patients. C'est-à-dire que j'ai eu de grands plaisirs à discuter et à finir par avoir comme ça un sentiment de co-appartenance, de reconnaissance réciproque, ce qui est un peu différent de l'autonomie. Et puis après, une anecdote décalée. Dans notre service, la société donne beaucoup de sous, 100 000 euros ou 80 000 euros par an, et elle se désengage totalement de ces personnes qui sont isolées, qui ne parlent jamais, sauf quand ils viennent en dialyse avec les infirmières. Et là, ce que je vais essayer de monter, c'est en fait des cafés philo santé. C'est-à-dire de se dire que finalement, ils ne parlent que de leur traitement, que de leur maladie, mais ils n'ont jamais le plaisir de creuser des arguments philosophiques. Qu'est-ce que réinventer l'autonomie au milieu des contraintes de la maladie? Donc j'ai trouvé pas mal d'animateurs de cafés philo, de philosophes, et on va essayer de faire des cafés philo santé pour les patients, avec les soignants, pour qu'il y ait comme ça une discussion existentielle profonde, mais qui sorte de l'autonomie, du droit, de l'équivalence, et qui sortent aussi du registre de la morbidité, pour les déporter sur des questions existentielles. Voilà, donc c'était juste un commentaire très libre, parce que je n'étais pas prêt à ta question. Je vais donner la parole, et d'ailleurs, il y a un autre des docteurs en éthique qui a monté au CHU de Rouen, de Bordeaux, je vais donner vous voulez prendre la parole, au CHU de Bordeaux, également une consultation
pour les personnes qui sont en radiothérapie et qui veulent échanger en éthique, en philosophie, pour retrouver aussi le pouvoir sur leur présent et sur leur futur. Il y a peut-être une question et voilà. Je suis le docteur Marie Bouguenou, je suis médecin réanimateur en chirurgie cardiaque, transplantation d'organes, cœur artificiel à l'HEGP. Actuellement, je fais une formation sur l'éthique et l'expertise médicale, d'où ma présence ici. Je voulais juste rajouter un commentaire. Qu'en est-il? Est-ce qu'il y a une réflexion au niveau de la société sur l'éducation de l'éthique en santé à partir de la période scolaire, c'est-à-dire à partir de l'adolescence dans les collèges, dans les lycées, pour les sensibiliser? Pourquoi je dis ça? Parce qu'un enfant, un adolescent, à partir du moment où il est adolescent, il est sensible à sa santé, très sensible à son corps, extrêmement sensible à sa beauté, à son esthétique, donc aux cicatrices, aux flétrissements, des pathologies et tout. En même temps, à cet âge-là, ils sont entourés et en conscience de parents ou de proches qui sont malades, qui ont des pathologies, qu'ils voient capables de décider ou pas du choix dans le droit à leur santé ou le choix des soins qu'on leur prodigue. Je dis ça parce que je suis par ailleurs référent expert à l'échelle mondiale sur le sport chez les patients greffés et j'ai assuré les Jeux européens et les Jeux mondiaux pendant plus de 6 ans. Et la dernière qui a eu lieu avant le Covid, c'était à Newcastle, en Angleterre. Et là-bas, donc, il y a les Jeux avec les compétitions des patients greffés qui ont suffisamment bien récupéré pour faire des activités sportives et faire des compétitions. Et puis, il y a une journée séminaire sur santé, sport, jeux, réflexion et tout. Et on avait fait, au niveau des écoles, des collèges, des séances où on propose aux enfants, à partir de 10 ans, sur un écorché, de prendre des organes, de les remettre, le cœur, le foie, le rein, et de donner leurs expressions sur la greffe, sur les maladies chroniques, sur leur vécu, en donnant un exemple d'un proche, grand-père, grand-mère, voisin, parent d'un de leurs copains, qui serait malade. Et on a recensé mais des réflexions extrêmement mûres et matures alors que ce sont des adolescents. Donc est-ce que nous, à notre niveau, est-ce qu'on ne peut pas déjà préparer, parce qu'on discute, on est tous âgés ou on a tous plus de 40 ans au moins, et comment est-ce qu'on va préparer notre avenir et l'avenir de ceux qui vont venir derrière nous et de les sensibiliser à tout cela? Avant de répondre directement à votre question, j'aimerais que vous réagissiez les unes et les autres à ce qu'on a entendu, aux différentes approches. Peut-être vous voulez commencer? Moi, je vais peut-être commencer à réagir sur la question des inégalités sociales et de la difficulté d'expression de certaines personnes, de la difficulté à aller chercher la parole de certaines personnes qui sont dans le silence pour différentes raisons. Alors là aussi, je vais m'appuyer sur l'expérience de Rénalou. Il se trouve qu'on a, depuis très longtemps, depuis pratiquement toujours, un vice-président chez Rénalou qui est professeur Christian Baudelot, qui est sociologue émérite à l'École normale supérieure et qui a fait des inégalités sociales de santé une de ses spécialités. Et donc, on a ce souci d'aller chercher la parole des patients et de mener différentes enquêtes ou des focus group ou des approches qualitatives et qu'on se heurte aussi à cette vraie difficulté, d'une part de toucher les patients précaires. C'est très compliqué. Et puis, ce qu'on voit aussi dans nos enquêtes plus globalement, c'est que les patients dialysés sont beaucoup moins prompts à répondre et à participer que les patients transplantés. On essaie de comprendre ces motifs, pourquoi ça se passe comme ça, hormis le fait qu'ils sont un peu plus âgés, mais même quand on ajuste sur l'âge, on a les mêmes observations et l'impression qu'on a, c'est que c'est des patients qui sont tellement noyés sous leurs soins, qui passent tellement de temps, la dialyse, c'est 4 à 5 heures, 3 fois par semaine, sans compter les temps de préparation, de transport, de récupération, enfin c'est vraiment, ça dévore la vie. Et
Et voilà, l'impression qu'on a, c'est quand même que ce fardeau du traitement fait que dans les moments de liberté, les rares moments de liberté qu'ils ont, ils n'ont pas du tout envie de parler d'eux, ils n'ont pas du tout envie de s'impliquer. Voilà, alors on a des dialysés, bien sûr, parmi les militants de l'association, des bénévoles, des gens qui sont très, très engagés, mais ça reste quand même un peu exceptionnel, et souvent les gens attendent d'être transplantés pour nous rejoindre et puis décider de passer à une version plus active d'engagement, de participation à l'association, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment une réalité qu'on voit bien. Sur les inégalités sociales, donc j'ai parlé tout à l'heure des États généraux du Rhin, à l'occasion desquels en 2012 on a mené une grande enquête auprès des patients. On a eu plus de 9000 répondeurs. Parmi eux, il y avait 10% des patients dialysés et greffés en France, donc ça commençait à être significatif. C'est une enquête qui a été faite à la fois par Internet et avec des questionnaires papier qui ont été diffusés sur tous les lieux de soins que les patients pouvaient remplir et glisser dans une enveloppe T, et on les recevait immédiatement. Donc voilà, ça a très très bien marché, y compris chez les dialysés, d'ailleurs paradoxalement. Et d'ailleurs dans l'enquête, les patients quasiment systématiquement mettaient un mot pour nous remercier d'avoir fait cette enquête, tellement ils étaient peu habitués à ce qu'on leur demande leur avis, à ce qu'on leur propose de prendre la parole. Cette enquête, évidemment, elle a eu des résultats extrêmement intéressants dans plein de domaines. Je vais pas les expliciter là, mais on a notamment pu faire un appariement des données de l'enquête avec des données du registre Rhin et montrer l'existence d'inégalités sociales importantes dans l'accès à la liste d'attente de greffe. C'est-à-dire que les patients les moins diplômés, les plus socialement défavorisés sont ceux qui avaient pour différentes raisons le plus de difficultés à être inscrits sur liste d'attente de greffe. Alors il y a plein de raisons à ça, hein. C'est pas du tout ce qui nous a été reproché à l'époque, c'est qu'on accusait finalement les néphrologues d'inscrire les gens selon leur niveau de diplôme. C'est évidemment pas du tout comme ça que ça se passe. D'abord, les pathologies qui sont associées à des difficultés d'accès à la greffe, comme le diabète, les pathologies cardiovasculaires sont plus fréquentes chez les personnes socialement défavorisées. Enfin, il y a plein d'éléments qui expliquent ça. Mais néanmoins, c'était voilà, un résultat important qui était démontré dans plein d'autres pays et qui, pour la première fois, a été démontré en France et publié dans la revue Population, qui est la revue de l'INED. Donc voilà, et on est persuadé que ces inégalités sociales, elles ont plein d'autres impacts à beaucoup d'autres endroits du parcours des patients. Merci, Yvanie. Christian. Dans toutes les questions qui ont été posées, il faut un peu choisir. Alors, j'en ai choisi deux. Vous, madame, parce que vous avez posé une question tout à fait générale qui est comment, effectivement, dès le stade de l'école, et j'allais vous dire dès le stade de la maternelle, la question de la préoccupation de soi, la préoccupation du corps est portée dans l'espace scolaire en forme de responsabilité pour soi-même, de gouvernance de soi, comme dirait Foucault. Et il se trouve qu'il y a un seul pays qui le fait, c'est la Norvège, qui a un système d'éducation à la santé dès la maternelle. Et nous, on en a un en France, mais il est uniquement limité à la santé sexuelle, puisque c'est 3 heures par année et par classe d'âge. Mais c'est le seul moment où il y a quelque chose qui a été installé dans l'espace scolaire. Donc, c'est vrai que c'est un sujet très, très important. En même temps, il ne faut pas méconnaître aussi la pression qu'il y a aujourd'hui sur le système d'enseignement en France, le peu de temps disponible au fond. Mais en face, je vois aussi qu'on peut reconnaître dans une séance de géographie, on peut parler de santé humaine. Enfin, je pense qu'il y a plein d'endroits dans le programme, si on sait être inventif. Il y a aussi le fait que les écoles, les établissements scolaires ont tous un projet d'établissement, que dans ce projet d'établissement, il y a un volet santé, et que malheureusement, je ne sais pas si on arrive à 50% des établissements qui activent un volet santé. Et puis, il faudra aller regarder dedans, qu'est-ce qu'il y a dans le volet santé. Mais c'est vrai que c'est le lieu des apprentissages, le lieu d'apprentissage de la gouvernance de soi. Et toutes les questions que vous avez évoquées ici, les uns et les autres, elles tiennent aussi à cette équation-là. Le deuxième sujet qui m'a préoccupé, c'est celui que vous avez évoqué sur la prise en compte de ceux qui sont les plus éloignés, des plus vulnérables, de ceux qui sont le moins en situation de formuler les choses. Et c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Je ne connais qu'une seule institution qui l'a fait dans notre pays, c'est le Conseil national de lutte contre l'exclusion, qui a créé un 8e collège, qui n'était pas prévu statutairement dans le Conseil national, pour organiser en parallèle de la réunion du Conseil national, une réunion avec des personnes
en situation de vulnérabilité pour exprimer leurs attentes particulières. Vous n'avez pas l'équivalent dans beaucoup d'institutions de la démocratie en santé. Vous n'avez pas cette préoccupation-là d'associer ceux qui sont les plus éloignés, les plus vulnérables. Bon, c'est un sujet en même temps qui monte aujourd'hui. Je vois par exemple que à l'HAS, quand on fait un focus group à propos d'un document qu'on prépare pour l'information des usagers, par exemple, on en a fait un récemment à l'occasion des changements législatifs sur le dépistage de la trisomie 21. On a fait un focus group avec des personnes concernées. Et évidemment, c'est un focus group qui a été commandé, qui a été fait en tenant compte de l'ensemble des caractéristiques populationnelles. Mais c'est vrai que la démocratie en santé, c'est pas créé, c'est pas fabriqué pour prendre en compte ceux qui sont les plus éloignés du soin. C'est un lieu d'expression, le plus souvent par le langage, par la capacité à pouvoir échanger, etc. Et ça, voilà, les seuls qui soient capables, et c'est ma troisième remarque, d'y aller, ceux qui font le dernier kilomètre, ce sont les associations du corps social. Et c'est pour ça que je me plains toujours, et je me plaindrai toujours, de l'absence de reconnaissance des associations. Alors, elles ont bien des défauts. Elles ont le goût de l'éparpillement. Et la puissance publique, je ne la connais suffisamment bien de l'intérieur pour savoir qu'elle ne va pas financer 2512 programmes. Donc il faut aussi qu'elle puisse se regrouper. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi en termes de reconnaissance des associations de la société civile comme étant capables de porter la parole de tous. Il faut probablement être exigeant à ce moment-là. On ne va pas reconnaître à telle ou telle association une fonction d'éligibilité des paroles les plus éloignées, comme ça, en l'air, sans qu'elle démontre aussi une capacité à le faire. Alors, moi, j'ai la fierté que dans Aide, on y soit parvenu, notamment vis-à-vis des usagers de drogue, et ce n'était pas une situation aussi favorable que les gays bien insérés du Marais. Ce n'était pas aussi facile à faire, mais il n'empêche qu'on a réussi à le faire avec les personnes concernées, et on sait que parfois, ça prend du temps. Réunir 4 pinques à chiens pour élaborer un outil de prévention de la contamination à l'occasion de l'usage de drogue, ça demande un peu de temps, ça demande des méthodologies différentes, voilà. Ça demande aussi de les apprendre. Voilà, mais tout ça, je pense que c'est tout à fait possible et qu'on ne le fait pas assez. On peut rendre d'ailleurs hommage à des gens comme Daniel Defer, quand il a fondé Aide, qui vendait un tableau pour financer précisément ce que pouvait être l'information de personnes qu'on considérait comme marginales et indignes finalement d'une information, notamment les personnes usagères de drogue. Juste une parenthèse, on peut rendre hommage aussi alors au président du conseil scientifique qui lui a fait rentrer dans le conseil scientifique Covid-19 à Tédé Carmonde. Oui, c'est vrai. Non, mais puis également au président de la République, non. puisqu'il a confié à la défenseuse des droits et l'ancienne présidente de la TDR Carmonde. Je rends volontiers hommage au fait que Marie-Alette Gratte ait été intégrée au Conseil Covid-19, mais la demande de Jean-François Delfrécy n'était pas celle-là. La demande de Jean-François était de l'ouverture à l'ensemble de la société civile par un outil, le cas échéant numérique, permettant l'expansion de l'ensemble de la société. Et ça lui a été refusé. Donc voilà, et je ne crois jamais, quelle que soit la qualité de Marie-Alette, qu'on puisse à une personne seule être le porte-parole de l'ensemble de la société. Notre société est trop variée, trop différente, pour croire qu'une seule personne puisse vérifier toutes ces différences sur ses frêles épaules. Je voulais juste mentionner, je suis pas le porte-parole de Jean-François Delfrécy, mais rappelle-toi que le 1er décembre, quand on a fait notre grande rencontre sur le sida, il a dit que c'est son grand regret. Oui, je le partage. Voilà, et il le dit jusqu'à présent, il l'a dit encore je le hier. partage. Voilà. Je donne la parole à Paul Louveil-Dubuc aussi par rapport à tout ce qui a été évoqué. J'ai 2 points aussi. Peut-être revenir sur la question de Sylvie Frouchtirch et la question des soignants qui m'invitent à parler de l'enquête qu'on a publiée hier, vécu et analyse de professionnels du soin et de l'accompagnement. Ce qu'on a essayé de faire ressortir avec Anne-Caroline, c'est les vécus de cette crise, notamment dans la première vague. Beaucoup de colère, beaucoup d'étonnement, beaucoup d'embarras et surtout un grand déficit de reconnaissance, ce qui n'est évidemment pas un scoop. Et ce qui domine surtout, c'est le sentiment à tous les niveaux de décision d'être considéré et traité comme un exécutant et de ne pas être reconnu dans ses valeurs. Donc un manque d'autonomie finalement. Et je pense que le manque d'autonomie des soignants est en miroir
miroir aussi peut-être de la difficulté à faire respecter l'autonomie des patients, puisque quand on manque de temps, quand on ne se sent pas respecté, il est très difficile alors de faire respecter l'esprit de la loi. Un autre point, c'est peut-être aussi sur les inégalités sociales de santé, qui est un sujet que je connais un peu. J'ai eu connaissance d'une étude de sociologue sur l'éducation physique chez les jeunes. Il a été montré donc, par des sociologues anglais que les collégiens les plus pauvres étaient très absents au cours d'éducation physique et n'en avaient rien à faire de ces cours, enfin montrer une négligence évidente. Ce qui a une implication importante, c'est que le discours santéiste de responsabilisation, faites du sport, etc., peut tendre à accroître en fait ces inégalités sociales de santé, puisque ne le reçoivent et ne l'appliquent que les personnes des classes les plus favorisées. Et ce qui souligne aussi la force d'une démarche comme celle de la santé communautaire, peut-être que certains en ont entendu parler, qui consiste, je le résume un peu vite, mais à impliquer les gens dans les programmes d'action, impliquer tous les acteurs sociaux, alors non seulement les écoles, mais aussi les bailleurs sociaux, les entreprises, qui peuvent jouer un rôle évident et qui jouent un rôle évident sur ce sujet. Voilà. Merci. J'ai donné la parole à Christina et peut-être aussi à Sébastien, mais juste une ouverture pour dire que vous regarderez sur le site de l'Espace Éthique, chaque année, il y a des rencontres qui sont organisées, notamment avec Dauphine, sur les questions d'économie et santé. Donc c'est Paul Loup qui coordonne cet aspect. Et un deuxième point qui va être aussi dans nos préoccupations dans notre document de proposition d'évolution de la loi, c'est les personnes atteintes de maladies mentales. Et c'est vrai que depuis des années, et Paul Loup aussi coordonne ce travail avec un certain nombre d'associations, la visibilité de ces enjeux doit apparaître dans un texte de loi sans créer des catégories spécifiques. Mais il y a des spécificités de ces vulnérabilités et on a eu à cœur vraiment de les identifier alors qu'on était beaucoup engagé sur toutes les maladies neurocognitives. Il y a d'autres types de maladies et aussi des maladies invisibles. Tout un ensemble de données à prendre en compte qui va être donné. Alors je donne peut-être la parole, pas peut-être, je donne la parole Christina pour parler juste en deux mots pour répondre à la question de madame sur ce qui se passe par exemple à Henri IV, mais qui se passe aussi dans d'autres lycées. Et Sébastien parlera de notre démarche puisqu'on fait aussi la formation des enseignants. On vous en dira un mot. Oui, l'espace éthique est en lien avec beaucoup de lycées. Henri IV n'en est qu'un. Et pour créer des ateliers de bioéthique, donc avec des professeurs de philosophie, de biologie, d'histoire-géographie qui sont en charge de l'éducation morale et civique. Et donc chaque année, les lycéens, puisque ça se situe au niveau des lycées, choisissent un thème. L'an dernier, c'était le consentement. Cette année, c'est être humain, par exemple. Et l'espace éthique nous permet d'avoir des intervenants qui viennent pour aider les élèves à créer leur propre réflexion sur ces thèmes. Et il y a autre chose, c'est que depuis l'an dernier, il y a une spécialité qui est ouverte en terminale. Alors c'est dommage que ce soit seulement en terminale, qui s'appelle Droits et grands enjeux du monde contemporain. Et il y a toutes les questions de bioéthique. Justement, on parle de la loi Kouchner, de l'euthanasie, de la protection des malades. Et c'est vraiment une ouverture finalement de l'éducation, encore très partielle et insuffisante, mais sur ces questions fondamentales de bioéthique qui passionnent tout à fait les élèves. Il faut se rappeler aussi, il y a 3 ans, au lycée Pierre-Gilles de Gênes, donc qui est un lycée professionnel, on avait comme thématique le don d'organes, et des ateliers ont été ouverts au niveau des différentes, des différents étudiants, des lycéens, et ça a été extraordinairement intéressant puisqu'on a parlé de démocratie, de solidarité. Donc on pense qu'effectivement, c'est des enjeux à la fois éthiques et politiques évidents. Si tu veux nous présenter un peu. Oui, en quelques mots, on est parti du principe que pour parler de démocratie en santé, il fallait déjà parler de démocratie tout court et développer cet esprit démocratique chez les élèves, de discussion démocratique. Parce que là, un des points centraux, tel que je l'envisage en tout cas, c'est que la démocratie, c'est à la fois une méthode de prise de décision collective, une méthode de gouvernement si on veut, mais c'est aussi un mode de vie, quoi. Une capacité à vivre ensemble, une capacité à échanger des arguments. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup avec les étudiants. Alors sur les deux aspects, avec les lycéens et les étudiants,
à la fois sur la capacité à échanger sur une thématique. Alors avant d'échanger, d'abord apprendre, c'est-à-dire apprendre quels sont les tenants et les aboutissants d'une question, comme la génomique, comme le don d'organes, comme l'édition du génome, comme la PMA. Voilà, c'est une thématique qu'on a aussi beaucoup travaillé avec les élèves. Et puis ensuite, une capacité à identifier les problèmes et à commencer à échanger des arguments contradictoires et à pouvoir aussi évoluer dans ses propres arguments et dans ses propres positions. Donc voilà, c'est une démarche à la fois d'apprentissage de sujets thématiques, si on veut, mais aussi d'apprentissage de savoir-faire démocratique, ce qui peut aussi compter ensuite dans la vie, je pense, pour s'inscrire dans des programmes tels que Paul Loup les a présentés de santé communautaire. Ça ne vient pas tout seul, finalement, de s'inscrire dans un programme de ce type-là. Ça ne vient pas tout seul de monter une association, d'aller adhérer à une association, de commencer à s'indigner. En fait, l'indignation, elle n'est pas innée. L'indignation, elle prend des formes qui sont des formes socialement construites. Et finalement, l'espace éthique avance sur ces sujets-là avec les lycéens pour construire un espace public, démocratique, avec eux. Merci. Je pense que vous avez raison, mais ça vaut aussi en sens inverse. La santé communautaire dont a parlé Paul Loup est aussi un outil d'apprentissage de la démocratie en général. Les deux se valent dans les deux sens. Cite aux relations qu'on a établies avec le Canada, notamment, c'est-à-dire avec des gens de la santé publique, notamment pour implémenter cette culture. Un dernier point aussi qui est très intéressant, on avait lancé dans le grand auditorium, le grand amphi de la Sorbonne, la formation des formateurs. Et c'est vrai que les enseignants sont sur le terrain confrontés aux vulnérabilités, mais aussi à des conflits de valeurs, parce qu'on a des cultures très différentes. Et on a vu que sur des sujets comme le don d'organes, par exemple, la relation au sacré, au corps, donc on touche à des questions vraiment qui sont les questions les plus sensibles de la cité aujourd'hui, des convictions religieuses. Et on a eu des échanges intéressants. Et comment les uns et les autres s'enrichissent et avancent. On a été, je termine là-dessus, on l'a pas filmé malheureusement. Je ne sais pas si on l'a filmé, mais je ne pense pas qu'on l'a filmé. Mais c'était il y a 3 ans, un samedi à Henri IV, où les jeunes restituaient le travail devant leur famille, ce qui était aussi très intéressant parce qu'il y a la société des parents venaient voir un petit peu ce qu'avait été le fruit, et on abordait des questions extrêmement sensibles, des questions d'identité sexuelle par exemple, des questions d'assistance médicale à la procréation, toutes ces questions sensibles, et on voyait comment la parole, la justesse de la parole de ces jeunes, qui s'étaient frottés aussi à des professionnels pour acquérir des compétences, faisait qu'on faisait des citoyens qui seraient probablement plus en capacité d'assumer des responsabilités et des solidarités. Je donne la parole, pour conclure de cette table ronde passionnante, à Catherine Olivet. Alors, oui, je suis allumée. Moi, j'aimerais bien revenir en conclusion sur deux idées et repousser un petit coup de gueule comme notre ami Christian. Je veux dire, j'ai entendu quelque chose qui est fondamentalement superbe, qui est la reconnaissance réciproque, la notion de reconnaissance réciproque, et qui est dans la droite ligne aussi de ce qu'a dit Sylvie. Mais je redis, ça, ce sont les droits et devoirs de toute personne vivant en société, qu'elle soit une professionnelle ou un patient, qu'elle soit une famille, un vieux, un jeune. Ça s'appelle de l'éducation à l'école, à la responsabilité individuelle. Et on ne peut pas confondre cela avec des droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, ce n'est pas la bonne éducation civique de tout le monde. Les droits fondamentaux, ils sont dirigés en tout premier en direction des plus faibles et des plus vulnérables que l'on peut être même provisoirement à 20 ans quand on s'est pété une jambe au ski. Pendant quelques heures avant la chirurgie, parce qu'on est envahi par la douleur, parce que, etc., même à 20 ans et en pleine possession de ses moyens, on sera pendant quelque temps, en attendant la guérison et la récupération, dans une situation de vulnérabilité. Ça n'est pas que l'effet des vieux ou des handicapés, etc. On est tous amenés un jour ou l'autre
à être en situation de vulnérabilité ponctuelle. Et ce que je veux dire, c'est que les droits fondamentaux, ça a un tout autre sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me préoccupe, justement, à travers, et parce que ça a été prononcé, c'est la notion de parcours. Parcours de santé, parcours en santé, parcours, voilà. Et la notion de parcours, elle me trouble. Elle me trouble pour une raison extrêmement simple. C'est que parcours égale poly-intervenant, pluri-intervenant, pluridiscipline, pluri... Et là, on est en plein dans le jeu de la patate chaude. C'est pas moi, c'est l'autre. Madame Dupont, elle est rentrée, elle pesait 60 kilos, elle sort 3 semaines après, elle n'en pèse plus que 42, mais la dénutrition, c'est pas du tout de la faute de l'hôpital. C'est parce qu'elle a une maladie. Donc elle a maigri parce qu'elle a une maladie. C'est pas du tout parce que l'hôpital lui a donné à manger des choses absolument immondes et que personne... Un cas concret que j'ai vécu il y a très peu de jours, c'est une dame par ailleurs âgée, hein. D'accord, elle était vieille, mais elle avait tout bêtement, elle était tombée, elle avait le bras droit dans le plâtre, donc elle a été opérée. Donc elle a été dans une chambre d'hôpital où on lui a déposé son plateau en la laissant se démerder pour manger. D'accord? Alors, elle a maigri, cette pauvre femme, puis elle s'est déshydratée en plus. Donc, je veux dire que la notion de parcours doit rendre encore plus exigible la notion de co-responsabilité, de co-intervenant, de coordination, etc. Mais ça ne peut pas être la patate chaude, c'est pas moi, c'est de sa faute. Et ça devient... Et quand vous y intégrez que dans les normes récentes, il y a le domicile qui a montré les océans de ces horreurs dans cette crise sanitaire. Et ce domicile, il est aussi dans la biresponsabilité des financeurs. Donc il y a la patate chaude, c'est l'ARS qui dit, l'assurance maladie qui dit c'est pas à moi de payer, et le conseil départemental qui dit c'est pas à moi non plus. Et en plus de ça, vous régénérez de nouvelles disparités parce que dans tel département, le conseil départemental va dire ça c'est mon affaire, s'engager et construire des choses, et puis dans le département d'à côté, ce n'est pas son affaire. Simplement pour dire que les droits fondamentaux ne peuvent pas se confondre avec les droits et devoirs de tous. Merci. On conclura sur le titre d'un livre, celui de Bruno Della Porta, que vous pourrez lire, c'est Prendre soin du prochain, prendre soin du lointain. Et tout ce qu'il a dit sur la réciprocité, sur la reconnaissance, toutes ces valeurs qu'on doit mobiliser sont dans cet ouvrage. Et merci, je pense que c'était une table ronde, on peut dire, hein, qui était intéressante, à la fois avec l'approche un peu théorique, les éclairages philosophiques et éthiques de Paul Louveil-Dubuc, et puis aussi cette réalité très très concrète que vous nous avez permis de bien saisir, et on n'avait pas tous une vraie connaissance de ce à quoi vous avez fait allusion. L'analyse pertinente, bien sûr, de Christian Saout et cette espèce d'intransigeante passion qu'incarne au quotidien Catherine. Je vous propose 10 minutes, pas plus, 10 minutes de pause et on reprendra avec cette fameuse enquête qu'Anne-Caroline Close-Verdreau va vous présenter. À tout à l'heure.